Bonjour, bienvenue sur la chaîne Singularité Formation et bienvenue dans cette 4e capsule spécifiquement dédiée à Vue.js dans le cadre d'un projet généré par JHipster. Si vous n'avez pas écouté les autres capsules, je vous conseille de le faire immédiatement. Dans cette capsule, nous allons spécifiquement regarder les composantes qui sont générées par JHipster et qui sont utilisées dans tous les autres composantes logicielles du projet. On se rappelle que notre application Vue.js générée a une en-tête et un pied de page, puis la possibilité de se connecter. Donc, lorsque je me login, je suis redirigé vers mon Keycloak, je me connecte et à mon retour dans l'application, mes menus supplémentaires vont être affichés, ainsi que les sélections de langage. Donc, cette navigation-là et cette mécanique-là fait partie des composantes communes qu'on peut utiliser ou réutiliser. Les premières composantes qu'on va regarder sont sous Shared Config Store. Il s'agit des stores Vue.ex. Le store Vue.ex permet de garder un état dans une composante qui est globale, partagée à l'intérieur de toute notre application et accessible, qui fait en sorte que lorsque l'état de cette composante-là va changer, les événements vont être répercutés à l'ensemble des composantes qui sont connectées sur ce store. Un store Vue.ex a un state, des getters et des mutations. Les mutations permettent d'appliquer le changement, donc dans ce cas-ci, de venir changer le langage courant. Les getters permettent de venir chercher une valeur calculée de notre objet, dans ce cas-là, les langues disponibles et la langue courante. Et les states sont l'état du système, donc c'est là où nos données vont être configurées. Le deuxième store qui nous intéresse, c'est le Alert Store. Le Alert Store, c'est le store qui contient les notifications, les alertes. Donc, c'est un peu commun à l'ensemble de l'application. Même si on change de page, on peut quand même voir qu'on a ajouté l'item après le changement de page. Donc, c'est commun à toutes nos composantes. Ça va être utilisé par les composantes d'alerte. Donc, dans ce cas-là, le state a l'information sur quels messages sont affichés, quel temps est restant avant de faire disparaître nos objets, et différents getters pour obtenir ces informations-là, ainsi que des mutations qui nous permettent de configurer nos alertes initiales et d'ajouter des messages d'alerte. Nous avons aussi le Account Store. Le Account Store, c'est lui qui va garder nos informations de login et d'informations au sujet que l'usager a des droits ou pas. Donc, on garde l'information à savoir si l'usager est logué, son identité, ses authentifications, et aussi pour les profils de ruban et de profil actif. On est capable d'obtenir ces informations-là par les getters et on est capable de modifier ces informations-là par les mutations. On va voir que ces stores-là, ces trois stores-là, sont initialisés par le système. Maintenant, notre main ici, comme on l'avait déjà vu, crée ces services-là communs de login, d'account, de translation ainsi que d'alerte. Ces services communs-là, on va les regarder ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils font au niveau du store et comment est-ce qu'ils vont être utilisés dans nos composantes. Pour ce qui est du login, tout lance ici avec l'account service. Donc, quand la route est appelée pour faire un changement de route, c'est à ce moment-là qu'on va vérifier que l'usager a l'autorité pour se rendre à une page sécurisée. Et dans ce cas-là, on va effectuer le login, on va changer le store avec les bonnes autorités pour pouvoir connecter, pour pouvoir loguer in l'usager. Il y a une mécanique ici qui vient mettre des liens forbidden et de request URL. Ces liens-là fonctionnent très bien dans la page principale. Il y a des petits bugs si on essaie d'accéder à une page qui est interdite directement. Si je ne suis pas connecté et que j'essaie d'accéder à une page en particulier, normalement, je devrais être redirigé pour me loguer et revenir à la page à laquelle j'ai droit. Cependant, la mécanique fait en sorte que quand je reviens, je suis tout simplement sur une page forbidden. Bien sûr, ces services-là sont disponibles à cause de la notation provide qui nous permet de les injecter un peu partout. Donc, tous nos services qui sont communs sont rendus disponibles à ce niveau-là, en incluant aussi nos stores et nos traductions. Donc, tout à l'heure, on a vu la langue, mais les traductions elles-mêmes sont dans l'objet id-vuten qui est là. Maintenant, ces composantes-là permettent de lancer l'application Vue. Et c'est cette application-là qu'on a ici notre ruban en haut, notre navigation, notre conteneur avec la route courante et le footer. Plus bien sûr l'application qu'on a déjà vue dans une des premières capsules qui fait tout simplement initialiser les composants. Commençons par les services de l'account,
de l'alerte et de la traduction. Donc, allons-y avec l'account et le login. Le login a une fonctionnalité, c'est de rediriger pour la page de login. C'est ce mécanisme-là qu'on a ici lorsqu'on fait account login dans le menu de Japester. C'est redirigé dans un contexte OAuth2 de Spring Boot. Donc, on commence par rediriger à la page desservie par Spring Boot. C'est Spring Boot à l'interne qui va faire la redirection pour venir loguer in notre usager. Maintenant, l'account service a une première partie qui est la récupération du profil. Donc, c'est une partie qui va récupérer au niveau du endpoint de management deux informations particulières, c'est-à-dire est-ce qu'on doit afficher le ruban et pour quel profil on doit l'afficher. Ça nous permet de différencier la production du développement pour éviter les erreurs. La méthode retrieveAccount, elle, est utilisée un peu plus bas. Elle est utilisée dans le hasAnyAuthority and checkout. C'est la méthode qu'on a dans le main au niveau de la route pour vérifier, lorsqu'une route est sécurisée, si l'usager a le droit de se connecter. À ce moment-là, les autorités vont être comparées et si l'usager est connecté, on va récupérer son account courant et par la suite, on va vérifier si les autorités incluent une des autorités nécessaires. Sous tel cas, on va répondre oui. Sinon, on va finir par répondre false, ce qui veut dire que l'usager n'a pas accès à cette page et on va le refuser tout simplement. Donc finalement, aussi les deux getters ici qui nous permettent d'obtenir le statut de l'usager, à savoir s'il est authentifié ou non et à savoir quelles sont les autorités qui sont disponibles. Donc cette mécanique-là va être utilisée dans les différentes composantes pour établir si l'usager est connecté ou pas. La section admin, on ne la couvrira pas dans cette vidéo-là. On va la garder de côté pour la dernière vidéo. Donc, au niveau des composantes core, c'est les composantes d'affichage qu'on voit. On a le ruban. Donc, le ruban, ici, au niveau de la composante graphique, va être affiché en évaluant le Ribbon Enable, qui est une propriété disponible dans notre ribbon.component. Donc, le Ribbon Enable qui calcule si le ruban doit être affiché en fonction de l'option d'afficher ou non le ruban, mais aussi en fonction d'une liste de profils pour lesquels le ruban devrait s'afficher. Ensuite, nous avons le footer. Le footer, on va le faire tout de suite, c'est un très simple. Le footer a tout simplement un petit texte pour le footer. C'est à nous de remplir notre footer avec le code qui nous intéresse d'afficher. Et bien sûr, la classe TypeScript qui accompagne ça est vide parce que le footer, en ce moment, dans Japester, lui qui est généré, n'a pas de logique d'affaires. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le navbar. C'est la barre qui est affichée dans le haut de l'écran ici. Donc, le navbar, c'est des composantes qui viennent de Bootstrap Vue. Première composante, donc la navbar elle-même, le côté brand ici pour le titre de la compagnie, et le navbar toggle. Le navbar toggle, étant donné que c'est une application qui est prête pour fonctionner pour les tablettes, lorsqu'on va la rapetisser, on va avoir justement cette composante-là de navigation qui, parce qu'on a rapetissé l'écran, va pouvoir faire un toggle pour l'afficher ou la faire disparaître. On a une série de composantes qu'on peut rapetisser ou agrandir qui permettent de présenter nos items de navigation, qui est celui-là, j'ai un item simple, les items avec des menus déroulants, ce qu'on a ici pour nos entités, un autre menu déroulant cette fois-ci pour l'admin, et on voit ici qu'il y a une vérification du rôle admin, donc l'ensemble de ce menu-là va n'apparaître que si l'usager a le rôle admin. Ici, le drop-down pour le langage qui nous permet de choisir quel langage on veut utiliser. Donc la composante ici fait le tour des langages qui sont disponibles, attachés sur notre composante de langage ici disponible à partir du store. Et potentiellement, le style pourrait être différent pour le langage qui est présentement sélectionné. Le dernier item ici, c'est l'item pour se connecter au Keycloak, donc pour s'authentifier au niveau du Keycloak. Et dans ce cas-là, dépendant du statut, si on est authentifié ou non, on va avoir accès au logout ou au login. Ce Open Login se retrouve dans notre composante de navigation. Et si on va voir justement cette composante-là qu'on a ouvert un peu tout à l'heure, on se rend compte que cette composante-là contient notre login service, nos traductions, notre service de traduction, service d'account. Donc, on interagit avec ces trois éléments-là et on a différentes choses qui s'exécutent. Donc, entre autres, dans le cycle de vie de vue, lorsque la composante est créée, on va charger les langages, le langage courant et on va aussi spécifier au Translation Service d'employer le langage courant. Ce qui fait que lorsqu'on va changer le langage, c'est le Translation Service, qui a son propre store, qui va changer les traductions en cours.
Le sub est actif pour connaître si les menus sont disponibles en fonction des routes. Donc, le signe de $, route qui connecte sur ViewRouter. La fonctionnalité pour changer les langages qui rafraîchit les traductions avec le nouveau langage, le langage courant. Cette fonctionnalité de logout, ici, on se souviendra que dans le Spring Boot, il y avait une mécanique pour effectuer le logout, mais aussi pour rediriger à une certaine page ou fournir une page au niveau de la redirection. À partir de ce moment-là, si notre URL contient le protocole, on est dans du OpenID Connect au niveau du logout, on va pouvoir spécifier l'URI pour revenir et ça va nous ramener à notre page originale de Japester. Dans les autres systèmes, on a une mécanique qui est différente. Donc pour Okta, c'est un login URL. Si vous auriez un autre système d'authentification, il y aurait potentiellement un URL de logout différent à faire. Le Open Login nous amène au login service à effectuer le login. Comme on a vu, ça nous redirigeait vers un endpoint du Spring Boot qui, lui, déterminait le mécanisme d'authentification à utiliser pour nous rediriger pour se faire loguer et revenir. Donc ici, la vérification au niveau de l'autorité qui délègue à l'account service de valider l'autorité de notre usager. Et dans ce cas-là, notre autorité va avoir la valeur retournée par l'appel. Et les deux méthodes ici pour savoir si on doit afficher le Swagger et ou la production. La page d'accueil, le home.vue, c'est la page qu'on voit à l'entrée. C'est là où on va vouloir faire les personnalisations pour notre page d'accueil. Donc, c'est sûr que ça a été orienté très JHipster. Allons voir qu'est-ce qu'on a dans la composante TypeScript. Bon, on a encore ici le Open Login qui est très identique à celle qu'on a retrouvée dans le navbar. On n'a pas le choix. Chaque composante vue a son TypeScript qui l'accompagne. Donc, c'est pour ça qu'on a une méthode qui délègue au service pour effectuer le login. Fait que le login au niveau du service est réutilisé au travers de nos composantes, mais on est quand même obligé de mettre une méthode entre les deux pour faire l'appel. L'authentification, le username, donc même mécanique que ce qu'on retrouve dans notre navbar. Dernière composante, la composante d'erreur a un affichage pour le 403 et le 404, qui est les deux erreurs qui sont gérées. Si on se souvient bien, dans la navigation, dans ViewRouter, dans la section Index, nous avions ici une page pour le Forbidden qui pointait vers la composante erreur et le Not Found, le 404, qui pointait aussi vers la composante error. Donc, à partir du moment où l'application Vue.js est lancée et montée en mémoire, c'est l'application Vue.js qui va s'occuper d'afficher une composante pour les pages en erreur à l'intérieur de Vue.js lui-même. Ça va éviter de recharger l'application au complet. Si on allait dans une page extérieure et qu'on revenait, on sera obligé, lorsqu'on fait back, de recharger l'application Vue.js au complet. Donc dans ce cas-là, on fait juste afficher l'application telle qu'elle est. Donc, la composante qui accompagne notre vue, le error component.ts, a quelques flags ici pour le message d'erreur et le type d'erreur. Ça, c'est fait avant d'arriver à la page, donc avant qu'on entre dans la route. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'information sur la prochaine route et on vient récupérer le message à partir du méta de la route, ainsi que l'information à savoir si c'est une erreur 404 ou une 403. Ce qui nous permet d'initialiser notre composante avec ces données. Et c'est à ce moment-là qu'on vient changer les flags de base. Dans le cas où on essayait d'afficher la page 403, on va effectuer le login. Mais comme je vous disais tout à l'heure, en effectuant le login, ça va nous rediriger vers la page, mais on est déjà sur une page d'erreur, donc le retour ne sera pas très bon. Ça couvre la partie core de nos composantes communes. Nous avons aussi la partie locale ici. Ici, on a le Translation Service. Je crois qu'on l'a abordé un peu lorsqu'on a parlé de la composante vue principale. Donc, en gros, cette composante-là, lorsqu'on vient rafraîchir notre traduction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère le langage courant par défaut. On va utiliser EN si jamais il n'y avait pas de langage spécifié. Et on va faire un appel à nos ressources EduView10. Donc, les ressources qui avaient disponibles à côté, ces fichiers JSON, sont encore sur le serveur à le même endroit, donc ils n'ont pas été bundlés avec l'application, ils sont restés comme fichiers en tant que ressources avec un URL. On va chercher cette ressource-là, les télécharger, et on va venir les utiliser comme locales au niveau de notre système. On a aussi un ensemble de composantes partagées. Plusieurs des composantes sont présentes, ça inclut les alertes, des configurations, donc on va les faire le tour de chacune. Donc le Alert Service, c'est le service qui va nous permettre d'accéder aux différentes alertes plus facilement. Lorsqu'on veut afficher une alerte, on va indiquer d'afficher l'alerte. Et ici, le store.commit, c'est ce qui nous permet de venir appeler les mutations des objets sur des objets Vue EX. Donc pour effectuer le changement de l'alerte,
on va faire store.commit avec la méthode. Ça correspond à une méthode à l'intérieur de notre store. Donc, la méthode au niveau de la mutation, c'est elle qui va être appelée. On ne peut pas appeler les méthodes directement parce qu'en appelant store.commit, il y a du code préparatif qui est fait avant et qui va permettre de venir propager les événements. Si on appelait uniquement la méthode setAlertType, ça ne fonctionnerait pas. Il nous manquerait une partie de la mécanique de propagation. Donc, c'est le même principe pour le countdown, pour l'affichage et pour l'initialisation, donc pour effacer nos alertes. On a aussi à côté une composante qui est le Alert Mixin. Le Alert Mixin, c'est un mixin. Puis le mixin, ce que ça fait, c'est que ça prend une composante de type mixin et lorsqu'on vient l'importer dans nos composantes à nous, toutes les méthodes de cette composante mixin viennent se mélanger avec notre composante à nous. C'est ce qui permet de venir avoir, le service qui est disponible, mais aussi l'ensemble de ces méthodes-là pour récupérer l'alerte et pour pouvoir venir effacer justement nos alertes. Donc, si on se souvient bien, lorsqu'on a regardé les entités, par exemple l'entité de mission, on se rend compte que l'alerte mixin est importé comme étant le alert mixin et qui est utilisé dans la création de notre composante. C'est ce qui fait en sorte que toutes les méthodes qui sont dans notre alert mixing se retrouvent dans nos composantes. Donc, dans les composantes communes, dans la config, on a aussi la configuration de l'intercepteur Axios qui sert à venir attraper les erreurs d'authentification. Notre classe de config, l'initialisation de notre vue app, on a vu ça dans la première vidéo. La config de Bootstrap et la config des formateurs. On a vu ces composantes-là dans le premier vidéo. La classe data utile sert à différentes choses. Entre autres, abrévier des textes qui sont trop longs en ajoutant 3 petits points à la fin. Peut servir aussi à formater en mode texte la taille de notre string en base 64. Permet aussi de faire l'ouverture de fichiers, donc de venir, selon le navigateur, ouvrir dans un iframe, dans ce cas-là, notre image. On a ici une conversion en base 64 qui va nous permettre de prendre donc notre texte qui est binaire et le convertir en base 64 pour venir le sauvegarder dans notre API. La méthode utilitaire qu'on a vue pour venir effacer les champs reliés à une image, parce qu'une image a plusieurs champs, donc ça nous permet d'effacer tous les champs d'un seul lot. Le EndsWidth, qui est une méthode utilisée en fait pour déterminer le padding. Le padding. Le fonctionnement du base 64 est le suivant. On convertit 3 chaînes de caractères de 8 bits, un total de 24 bits, en 4 caractères de 6 bits, ce qui nous permet d'avoir des caractères qui sont échelonnés sur une plage de 64, donc du texte. C'est pour ça que c'est des caractères alphanumériques qui sont utilisés. Maintenant, dans le cas où on a le dernier bloc qui contient 1, 2 ou 3 bytes, c'est possible qu'on doit faire un padding pour venir remplir. C'est à ce moment-là où le padding est fait avec 1 égal ou 2 égal. Dans le cas où on a 1 byte à encoder, le byte il va être sur les 6 premiers bits plus les 2 premiers bits du code suivant et les 2 derniers codes vont être égal. Si on parle d'un encodage qui a déjà 3 caractères, on va avoir un égal à la fin parce que les derniers 6 bits ne seront pas utilisés. Et pour calculer la taille, tout simplement, on fait la longueur de la chaîne de caractères base 64 divisé par 4, multiplié par 3. Pour chaque bloc de 4 caractères textuels, il va avoir 3 bytes complets, moins le nombre de padding à la fin. Donc tout ça pour pouvoir calculer directement sans transformer le base 64 en binaire. On peut aussi le formater. Donc ici, c'est un formateur pour le texte, pour afficher avec un champ byte à la fin, pour la taille. Le setFileData, un peu comme le clear, qui permet de changer plusieurs champs de notre objet pour une image. Le download qui permet d'ouvrir un URL pour télécharger le contenu. Le parseLink, c'est une méthode qui est utilisée pour détecter dans les headers des liens. Ce qui se produit, c'est que notre Spring Boot, lorsqu'il crée les headers, il va créer dans le header certains liens qui sont encodés. Donc, cette composante-là fonctionne vraiment de pair avec header utile qui est dans le Spring Boot. Le header utile convertit la pagination en links qui sont placés dans les headers. Et cette méthode-là prend les headers, sépare les différentes composantes qui sont séparées par des virgules et fait le tour et effectue la conversion pour récupérer ces liens-là. C'est ce qui nous permet d'avoir les liens vers la pagination pour avoir les
les numéros, les numérotations des pages. Donc, les filtres ici, on en a deux, c'est pour les dates et les dates avec midi. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'utiliser le symbole pipe pour faire l'affichage. Ça fonctionne de la façon suivante, un filtre Vue.js. Donc, normalement, j'ai mon message, ou dans le cas où j'ai un binding, donc ma donnée, mon champ, et je le pipe ici dans un filtre. Le filtre qui s'appelle, dans ce cas-là, Format ID, ou le filtre qui s'appelle Capitalize, va permettre de faire la mécanique. Donc, en créant un filtre qui s'appelle Capitalize, lorsque je vais mettre le signe de pipe, ça va permettre de prendre le message et de le passer dans ce filtre pour le formater. Donc, ici, on a un format de date qui nous permet de transférer notre date. Dans toutes ces composantes-là, seules les constantes de date sont utilisées dans notre code généré, du moins dans celui que j'ai au niveau du mission. Les modèles, c'est nos objets, on les a couverts dans l'autre capsule. La sécurité, c'est les deux constantes pour nos rôles. Et ici, on a une composante pour les tris. Celle-là, c'est la composante qui nous permet de faire les queries. Donc, avant de faire une requête URL, on bâtit la query qu'on vient attacher à la fin de notre requête. Et c'est cette composante-là qu'on a utilisée pour générer justement notre pagination avec le numéro de page, le size, ainsi de suite. Donc, ça permet de faire la requête avec la pagination. L'indicateur ici, c'est un indicateur qui permet de calculer le nom d'un icône. Donc, ça nous permet de choisir un icône selon quel champ est présentement trié, s'il s'agit du champ qu'on affiche, et selon l'ordre. Ce qui va nous faire soit un sort up, un sort down, donc 3 icônes différents pour indiquer notre tri. Bon, ben cette composante-là, en TypeScript, c'est des propriétés. Donc, ces propriétés-là, ici, de current order, field name et reverse, sont transférées de notre application principale. Par exemple, la mission.vue, dans les entêtes, on a notre composante ici. Donc, le field name, qui est le champ utilisé dans notre composante sort order, est rempli avec ID de façon hard-codée, de façon fixe. L'ordre, qui est le champ reverse, provient de notre objet de mission, parce que l'objet mission a une propriété order, et le current order, c'est le propre order qui est utilisé aussi dans notre objet. C'est ce qui permet de transférer donc les valeurs courantes présentement sélectionnées ou présentement affichées dans l'objet vers une sous-composante pour utiliser une sous-composante vue à l'intérieur de notre page à nous. Donc, c'est la mécanique de transfert. C'est important de saisir ce fonctionnement-là. C'est ce qui couvre la partie commune de notre application. Et tout ce qu'il nous reste à voir au niveau de l'application vue, c'est la partie admin ici qu'on va voir dans la prochaine capsule. Merci d'avoir écouté cette capsule. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous inscrire à la chaîne pour recevoir les autres vidéos. Merci.